Salam alaikum. Donc toujours avec les exercices sur les espaces vectoriels. Donc dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans l'exercice 3 qui est dans lequel on s'intéresse à l'espace vectoriel complexe, donc du coup l'espace vectoriel C, et on considère le D qui est tout simplement une partie de C qui est quoi? Qui est le disque, ce qu'on appelle le disque unité ou bien le disque avec le rayon est égal à 1. Et donc, du coup, c'est l'ensemble des Z ou bien des complexes qui ont le module est inférieur ou égal à 1. Donc, du coup, c'est la partie en rouge, c'est ça ce qu'on appelle le disque unité. Et on veut vérifier que est-ce que le D est un sous-espace vectoriel de C. D'accord? Alors, la première des choses, bien sûr, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il va jamais être un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'il est clairement pas stable ni par addition ni par multiplication par scalaire. Pourquoi? Déjà, il contient le 0, déjà, le vecteur nul, il est bien contenu, il n'y a pas de problème. D'accord? Sur le vecteur nul. Donc, du coup, bien sûr, il n'est pas vide. Et d'ailleurs, il est clairement pas vide parce qu'on voit bien que si on arrive à le dessiner, ça veut dire qu'il n'est pas vide. Mais par contre, il va pas être stable, comme j'ai dit, par addition. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends même le 1, par exemple, si je prends le vecteur, le z est égal à 1. Donc, du coup, le vecteur z est égal à 1, ou bien le complexe qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que le 1, il peut être pris en considération. Pourquoi? Parce que le 1, c'est un réel, puisque c'est un réel, donc du coup, c'est un complexe. Et donc, du coup, on peut prendre le complexe z égal à 1. Et on prend, par exemple, le complexe z est égal à 1 demi. D'accord? Donc, du coup, si je prends ça, c'est z1, je prends le z2 qui est le 1 demi. Donc du coup, la somme de ces deux vecteurs, qui est bien la somme de ces deux complexes, ou bien la somme de ces deux réels, parce que finalement ils sont des réels, c'est ces 3 demi. D'accord? Et le module de Z1 plus le Z2, c'est quoi? C'est le module de 3 demi, qui est tout simplement le 3 demi. Et ça, bien sûr, c'est supérieur à 1. Donc du coup, il n'est pas stable par addition. Il n'est même pas stable par multiplication. Pourquoi? Parce que si tu prends par exemple un lambda qui est... par exemple, si je prends n'importe quel vecteur, si je prends un lambda qui est supérieur à 1, on peut prendre n'importe quel vecteur. Même le 1, par exemple. Si on fait le 1, je prends le vecteur, même, on peut prendre le vecteur, le Z2 est égal à 1 demi. Je prends un lambda qui est supérieur à 2. D'accord? Parce que dès qu'il soit supérieur à 2, par exemple, si j'ai le 3, par exemple, donc je fais le lambda fois Z2, ça sera quoi? Ça sera le 3 demi, qui est bien sûr supérieur à 1. Donc du coup, elle est ni stable par multiplication, ni stable par addition. Et dans ce cas-là, bien sûr, il ne peut pas être un sous-espace vectoriel, même s'il contient le vecteur nul. Et donc, euh, et donc voilà. Donc du coup, alors pour le contre-exemple, vous pouvez prendre soit le Z1, Z2 et vérifier que leur somme n'appartient pas, parce que cette conclusion, cela veut dire quoi? Cette conclusion implique que le Z1 plus le Z2 n'appartient pas à D. Donc il n'est pas stable par addition dans ce cas-là. Et cette deuxième conclusion implique que le lambda fois le Z2 n'appartient pas à D. Cela veut dire bien sûr qu'on peut prendre la première ou la deuxième comme contre-exemple et dire finalement que ce n'est pas un sous-espace vectoriel de C. Alors une remarque, c'est que, ça je le dis pas mal de fois, c'est que quand je parle de C, généralement, je distingue toujours, est-ce que je parle de l'espace complexe C en tant que R espace vectoriel ou bien en tant que C espace vectoriel. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que les scalaires de l'espace vectoriel que je vais considérer dans la multiplication externe, est-ce qu'ils vont être dans R ou bien ils vont être dans C? Alors du coup, dans cet exemple particulièrement, j'ai pas fait cette distinction. Pourquoi? Parce que cette instabilité par addition, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que on conclut que peu importe le corps dans lequel on opère ou bien dans lequel il y a la multiplication externe, on va toujours avoir le D comme le D va toujours être ou bien le D va pas être un sous-espace vectoriel dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'on a une stabilité même la stabilité pardon, on a l'addition, on n'a pas la stabilité par addition. Donc du coup, là le corps, il fait pas, on n'utilise pas les scalaires des corps pour vérifier. Donc du coup, si on considère les lambda qu'on va prendre, qu'ils soient dans C ou bien qu'ils soient dans R, ça va toujours être, il va pas être un sous-espace vectoriel dans les deux cas. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas fait cette distinction, parce que
peu importe si on considère le C en tant que R espace ou bien en tant que C espace, le D n'est pas un sous-espace vectoriel dans les deux cas. Juste une remarque. Et donc voilà. Alors dans le prochain exercice qu'on va faire, on va considérer, je pense, l'espace polynomial. Donc du coup, si je prends l'exercice 4, alors ce que je vérifie dans ce cas-là, dans cet exercice, c'est que si je prends par exemple, on va dire si je prends un polynôme, d'accord, Q de x, d'accord, qui appartient, on peut faire le R de x, comme on peut faire n'importe quel corps de x, je peux prendre R de x, donc du coup c'est un polynôme réel, et ce que je vais prendre un ensemble qu'on va l'appeler par exemple le f, qui sera quoi? Qui sera les polynômes Q de x fois P de x, avec bien sûr P de x, un polynôme dans R de x, d'accord? Donc c'est un ensemble qui est construit à partir de la multiplication de tous les polynômes par le polynôme Q de x. Bien sûr, ça, il fait... Qu'est-ce que je fais? Alors ça, bien sûr, il fait partie finalement de R de x. Et ce que je vais vérifier, c'est que je ne vais pas vérifier que f est un sous-espace vectoriel de R de x, mais je vais vérifier est-ce que le f est un K espace vectoriel. Donc, du coup, ou bien est un R espace vectoriel. Donc du coup, on montre que le f est un R espace vectoriel. Alors rappelons que pour vérifier qu'un ensemble est un sous-espace, est un R espace vectoriel ou bien est un K espace vectoriel, il y a en fait pas mal d'étapes à vérifier. Donc du coup, on a les trois étapes, bien sûr, que le f, bien les quatre étapes, que le f doit être, bien sûr, le f+, il doit être un groupe abélien avec toutes les conditions de la multiplication par scalaire et ainsi de suite. Je pense en totalité, on a 9 vérifications à faire, 8 ou 9, je ne me rappelle pas. Mais ce qu'on a, on a déjà le f est un sous-ensemble de R de x, d'accord? Puisque c'est un sous-ensemble de R de x. Et on sait très bien que le R de x, c'est un espace vectoriel, ou bien c'est un R espace vectoriel. Donc le fait de montrer que le f est un sous-espace vectoriel de R de x, cela bien sûr va conclure que le f est un espace vectoriel, parce que un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel, d'accord? Et donc voilà. Et donc ça pas mal de cas. On a des exercices, on veut montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel. Il faut faire attention, s'il est un sous-ensemble d'un autre espace vectoriel, donc c'est pas la peine bien sûr de vérifier toutes les actions de l'espace vectoriel, on va juste vérifier que c'est un sous-espace vectoriel qui va conclure que c'est un espace vectoriel. Mais parfois, et c'est là où il faut faire attention, et on n'a pas, il n'est pas en fait une partie d'un espace vectoriel, on va dire. C'est pas un sous-ensemble d'un autre espace vectoriel. Et dans ce cas-là, bien sûr, on est obligé de vérifier toutes les étapes ou bien toutes les actions de l'espace vectoriel. Donc du coup, pour montrer que f est un R espace vectoriel, on montre que tout simplement le f est un sous-espace vectoriel de R de x. D'accord? Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors la première des choses, bien sûr, on vérifie quoi? On vérifie comme toujours que le vecteur nul, qui est simplement le polynôme nul, est-ce qu'il va appartenir à l'ensemble f. D'accord? Donc si je prends le polynôme, on va l'appeler 0 R de x. Donc rappelons le polynôme nul, tout simplement c'est le polynôme qui a, tout simplement qui est le 0 fois 1 plus 0 fois x. Donc du coup, tout simplement c'est le polynôme nul qui est tout simplement tous les facteurs ils sont nuls. Donc c'est un polynôme qui est nul, qui est l'évaluation sur x, l'évaluation de polynôme au point x est égale à 0. Donc je prends le polynôme nul de R de x et je fais la multiplication par, parce que c'était quoi? C'était le Q de x fois P de x. Donc du coup, si je prends le polynôme Q de x, qui est d'ailleurs un polynôme qui est fixe, et je fais la multiplication par le 0 R de x, ça sera quoi? Bien sûr, la multiplication de polynôme nul par n'importe quel polynôme, il va être le polynôme nul. Donc du coup, ça c'est nul.
D'accord? Et qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ça c'est le polynôme nul R de x. Et donc du coup, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit le polynôme nul ou bien le polynôme 0 R de x, en tant qu'un produit d'un polynôme qui appartient à R de x, qui est lui-même d'ailleurs, et le q de x, bien sûr, qui est fixe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le 0 R de x ou bien le polynôme nul appartient à l'ensemble f. Cela conclut que le f n'est pas vide. Donc très bien. Et deuxièmement, ce qu'on va vérifier, on va vérifier que si je prends un lambda dans le cas, je prends deux polynômes, on va l'appeler par exemple P et T par exemple, on va dire, ou bien P1, P2, P1 de x et P2 de x dans F. On va vérifier est-ce que le lambda P1 plus P2, ce polynôme de x, est-ce qu'il appartient à F? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc voilà, donc en fait le fait que P1 de x appartient à f, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il existe un polynôme Q1 de x, on va pas faire le Q1, de préférence on va prendre quoi? Pour ne pas confondre, on peut prendre S de x, on va dire S1 de x dans R de x, tel que le P1 de x, c'est quoi? C'est le Q de x fois S1 de x. Pourquoi? Parce que le P1, il appartient à f. Donc, puisqu'il appartient à f, rappelons le f, c'est quoi? C'est des polynômes qui sont des produits d'un polynôme de P de x avec le polynôme fixe Q de x. Et donc, du coup, le P1, puisque c'est un élément de f, il doit exister un S1 de x, bien sûr, de façon que le P1, c'est Q fois S1. Et la même chose, le fait que P2 de x appartient à f, ceci implique qu'il existe S2 de x dans R de x, tel que le P2 de x est égal à Q de x fois le S2 de x. Donc très bien. Dans ce cas-là, si je considère le polynôme lambda P1 plus P2 de x, ce sera quoi? Ce sera tout simplement le lambda P1 de x plus lambda P2 de x, qui est égal à quoi? C'est quoi le P1 de x? Pardon, c'est le Q. Donc du coup, ce sera le lambda Q de x S1 de x plus lambda Q de x S2 de x. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement, je peux factoriser par le Q de x et je vais avoir quoi? Je vais avoir lambda S1 de x plus S2 de x. Et ça, c'est tout simplement le polynôme Q de x fois, c'est quoi ce polynôme? Ce sera quoi? Ce sera le lambda S1 plus lambda, plus S2 de tout de x. Donc ça, c'est le polynôme fixe. Et ça, c'est un polynôme en fait qui appartient à R de x. Puisque c'est un polynôme, donc du coup, il appartient à R de x. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié que le lambda P1 plus P2, il s'écrit tout simplement sous la forme d'un polynôme quelconque de R de x qui est le lambda S1 plus S2 fois le Q de x. Donc du coup, cela veut dire que le lambda P1 plus P2 de x, il appartient à f. D'accord? Alors là, en fait, à chaque fois je note une confusion potentielle, c'est que quand on travaille avec des polynômes, parfois on utilise le polynôme, parfois on écrit P, parfois on écrit P de x. Alors il faut faire attention, c'est que l'écriture correcte, précise de polynôme, c'est le P. D'accord? Pour dire que ça c'est l'objet, ça c'est le polynôme qui appartient à R de x. Quand on fait le P de x, tout simplement, on veut dire que c'est l'évaluation de P au point x ou bien à l'indéterminant x. Et donc du coup, ça c'est l'évaluation. Tout simplement, ça ce sera le a0 par exemple, plus a1 de x, plus jusqu'à n de x, a n xn. Mais ça, c'est l'objet, d'accord? Alors là, dans cet exercice particulièrement, j'ai utilisé tout simplement la notation de p de x, d'accord? Généralement, c'est pas grave, d'accord? On peut se permettre d'utiliser le p de x au lieu de p, mais juste il faut garder en tête que le polynôme c'est le p, et p de x simplement c'est l'évaluation de polynôme sur l'indéterminant x, d'accord? Pardon, l'indéterminé x.
Donc, et donc, voilà. Donc, du coup, on s'arrête là. On continue dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.